en est quasiment au 50e anniversaire de la création de la revue, puisque officiellement Masson, en 1971, avait créé cette revue de gynécologie obstétrique et biologie de la reproduction. Et donc, depuis 50 ans, bien, comme toutes les revues, elles ont évolué. Elles ont évolué de par les hommes qui ont composé leur comité de rédaction sous l'influence du rédacteur en chef. Elles ont évolué parce que toute la littérature scientifique, et en tout cas l'importance de la littérature scientifique s'est amplifiée, et en particulier pour les carrières médicales et universitaires. Il se trouve que ça fait maintenant 20 ans que je suis rédacteur en chef. Je suis d'une certaine façon effaré de savoir que ça fait autant d'années parce que le temps a passé très vite. Mais en fait, il a passé vite parce que la revue a évolué depuis 20 ans, puisque lorsque j'avais repris le titre, cette revue avait perdu son impact factor, et qui est un élément important pour essayer d'attirer un certain nombre d'articles. Donc, toute l'évolution de la revue s'est faite étape par étape. D'abord, recréer un impact factor. Parallèlement, essayer d'amplifier le lien entre la revue et le Collège national de gynécologie obstétrique français pour que la revue devienne la revue officielle ou une des revues officielles de ce collège. Ensuite, il y a eu toute une réflexion pour essayer d'augmenter l'impact factor une fois qu'on l'a rétabli. La solution la plus évidente qui nous est apparue au sein du comité de rédaction et avec l'appui et le soutien d'Elsevier a été de dire qu'il fallait passer en langue anglaise cette revue. Alors c'est toujours en tant que Français, avec l'ego démesuré que nous avons de notre langue, de dire c'est dommage de passer sous le joug de la langue anglaise, mais la réalité scientifique fait que nous sommes obligés de le faire. Donc nous avons dû essayer de convaincre le Collège national que la revue française deviendrait une revue en langue anglaise. Après plusieurs années de discussion, ça a pu être obtenu, et en 2017, la revue est devenue une revue anglophone dans le but d'essayer d'attirer le plus d'articles pour augmenter la qualité. Quand on regarde ce qui s'est passé ces 4 dernières années, on s'aperçoit qu'en 2017, en tant que rédacteur en chef, je recevais entre 250 à 300 articles par an pour faire à l'époque 8 numéros. Et 4 ans après, en 2020, j'ai reçu 1300 articles du monde entier, ce qui permet de cette façon, pour le comité de rédaction, de faire un choix vers une qualité augmentée des articles, et qui en tout cas est déjà démontré par une réelle augmentation de l'impact factor, puisqu'il est maintenant supérieur à 1, ce qui est une première étape, même si ce n'est pas du tout la finalisation et le but terminal, parce que nous souhaitons aller au-delà. C'est une évolution en tout cas palpable, puisqu'on a doublé cet impact factor en moins de 5 ans. Dans ce journal, il a fallu que je remodifie complètement toute l'organisation du comité de rédaction, au point qu'avec le soutien d'Elsevier, j'ai pu créer des rédacteurs en chef ou des rédacteurs adjoints, en coupant en plusieurs chapitres, si j'ose dire, la revue. Il y a la partie obstétrique, la partie anténatale, la partie chirurgie, la partie reproduction, la partie oncologie, et avec pour chaque secteur 2 ou 3 co-rédacteurs qui maintenant, en fait, je leur attribue, ça c'est mon rôle de rédacteur en chef, la responsabilité de tel ou tel article. Ils vont choisir les lecteurs, et à partir de là, ils vont gérer chacun de ces articles, éventuellement jusqu'au bout, sans repasser par mon avis. Et ça, c'est une vraie évolution, je trouve, dynamique, conviviale, et pour un rédacteur en chef, très satisfaisante et optimisante. Les innovations récentes, bien sûr, s'appuient sur cette création de rédacteurs adjoints.
Ça fait pas longtemps, on est à 3 ans de recul sur cette création. Il faut bien sûr faire évoluer parce que toute création, il y a une idée au départ. Il se trouve qu'on est une spécialité extrêmement large. Les lecteurs peuvent venir d'un peu tous les aspects. Et que cette revue, qui était historiquement une revue papier, est devenue maintenant une revue purement par une vision via Internet, qu'il est vrai que de plus en plus les lecteurs ne vont pas regarder une revue complète, mais vont regarder des articles qui les intéressent. Et en tout cas, la dynamique qui s'est créée entre le comité de rédaction Elsevier et les lecteurs va dans le sens qu'il faut aller vers cette rapidité de traitement d'un article, c'est-à-dire pour qu'il y ait une peer review de qualité, qu'une fois que cette peer review est faite et que les corrections sont faites et que l'article est définitivement accepté, le fait qu'en moins d'une semaine, l'article est en tout cas consultable et citable. Et ça aussi, c'est très important pour les auteurs, parce que ça veut dire que quand ils envoient un article et que leur article est accepté, une semaine après, ils vont pouvoir voir leur article cité dans un autre article. Et cette augmentation, comme je le disais tout à l'heure, de 1300 articles reçus, par exemple, en 2020, va faire que notre sélection des articles va être plus importante, puisque globalement, on garde à peu près un article sur 4, et c'est une façon d'augmenter la qualité de ce qui est publié. Et ça, je pense que c'est un élément très nouveau par rapport à ce qui se passait il y a 10 ans, par exemple. Ma contribution, c'est d'avoir essayé de créer un lien le plus convivial possible avec la direction française d'Elsevier, une écoute permanente qui a été l'élément majeur, je crois, pour faire évoluer la revue. Et quand on parle, par exemple, du passage de la langue française à la langue anglaise, ça ne s'est pas fait parce qu'il y a une personne qui a décidé, ça s'est fait pour une somme de discussions, d'écoute, de respect mutuel pour faire évoluer une revue, et ça, c'est quelque chose que j'apprécie énormément. Le deuxième élément qui est ma contribution, c'est d'avoir essayé de créer un comité de rédaction où les gens s'entendent, se respectent mutuellement, alors qu'ils sont maintenant dans des domaines d'activité qui sont totalement différents. Pour revenir sur un point d'histoire, il y a 50 ans, quand la revue a été créée, on s'apercevait qu'un médecin était amené à faire de la gynécologie, de l'obstétrique, de l'oncologie, ce qui 50 ans après n'est plus vrai. Je veux dire, il y a une répartition, une segmentation de ce que chacun fait au sein d'une même spécialité. On est vraiment très ciblé sur des secteurs précis. Il n'empêche qu'au niveau du comité de rédaction, où il y a cet assemblage de toutes les spécialités, les gens s'entendent, se respectent. Mon but de rédacteur en chef, c'est que ça puisse se ressentir au niveau de la façon dont les numéros sont constitués, avec cet équilibre entre toutes les parts de la spécialité. Faites-nous confiance. Notre but, c'est d'essayer d'optimiser, si le sujet, le contenu de votre article est de qualité, la diffusion de vos idées pour qu'elles puissent être lues dans le monde entier et reconnues dans le monde entier. C'est vrai que c'est bien pour notre revue, mais c'est surtout bien pour des auteurs qui travaillent, parce que pour arriver à finaliser un article, ça veut dire qu'il faut avoir fait beaucoup de travail de recherche clinique ou de recherche plus fondamentale, et qu'on a envie d'être entendu, écouté, lu. Et en tout cas, c'est cette confiance mutuelle à établir entre auteurs et comité de rédaction qui est, je pense, le fil conducteur du développement d'une revue. Le fait que la revue, aujourd'hui, puisse donner un contenu scientifique de qualité sur tous les aspects larges de notre spécialité. Que l'on soit obstétricien, gynécologue, oncologue ou médecin de la reproduction, eh bien, tout le monde va pouvoir aller vers cette revue parce qu'on va trouver ce qui nous intéresse. Et on s'aperçoit aussi de plus en plus que quand on est participant d'une subspécialité, il est intéressant aussi de regarder ce qui se passe à côté, parce que parfois, en fait, on va pouvoir tenir compte de certaines données qui auraient pu nous échapper parce qu'on est le nez dans le guidon, et que le fait d'avoir une revue qui permet de garder en fait un regard complet sur notre spécialité, c'est, je pense, l'élément principal qui me ferait vendre, si j'ose dire, la revue aux lecteurs, et en particulier pour les plus jeunes, quand ils vont débuter, ils ne vont pas savoir dans quel sens ils vont aller, et c'est une vraie
curiosité et une porte ouverte vers peut-être un choix qui les amènera à choisir telle ou telle partie de notre spécialité. Je pense que la seule façon de travailler, c'est la confiance mutuelle. Et derrière la confiance mutuelle, il y a la possibilité de délégation de responsabilité. Je hais les structures pyramidales. Je pense que c'est la négation du fonctionnement. Mon but, c'est que les gens qui sont autour de moi ou qui travaillent avec moi deviennent meilleurs que moi et que la seule façon, c'est de leur donner confiance pour qu'ils initient des responsabilités et qu'ils s'autonomisent parce que des idées, il y en a partout et que le but d'une équipe, il faut que ces idées arrivent à maturation et pour qu'elles arrivent à maturation, il faut que les gens sentent qu'il y a de la confiance autour d'eux. Donc que ce soit dans mon service ou dans les responsabilités que je peux avoir en tant que président de la Société de chirurgie pelvienne, responsable actuel de l'EMC ou de la Revue Blanche, ou que ce soit dans mes responsabilités au niveau du collège, je pense qu'il faut travailler à plusieurs et faire confiance avec un respect mutuel qui permet la délégation et qui permet d'ouvrir ce que l'on souhaite avec pas un contrôle parce que ça serait trop intrusif, mais en tout cas avec l'idée qu'il y a plein de bonnes idées ailleurs. Je pense qu'il faut être vigilant au niveau de l'acquisition de l'outil informatique, des nouveautés, et que parfois on peut être un peu largué. À chaque fois, j'ai reçu un soutien remarquable d'Elsevier. Vous savez très bien, et je la cite, qui est Myriam, qui a su m'aider beaucoup sur le développement de ces dernières années avec des changements d'activité.